Aujourd'hui, on plonge au cœur de deux des idées les plus puissantes et, disons-le, les plus conflictuelles qui ont façonné notre monde, le libéralisme et le socialisme. Ce sont vraiment deux visions radicalement différentes pour organiser une société. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que des concepts qui datent de plusieurs siècles sont encore au centre de toutes nos discussions politiques aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que ce ne sont pas juste des vieilleries. En fait, c'est l'ADN même de nos débats sur les impôts, la liberté, l'économie. Bref, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir aux sources. D'un côté, on a donc une philosophie qui met l'individu sur un piédestal. Et de l'autre, une qui dit que le collectif passe avant tout. Ces deux visions ne sont pas sorties de nulle part, elles sont nées de bouleversements historiques énormes. Et c'est leur dialogue, ou plutôt leur affrontement, qui a dessiné le monde dans lequel on vit. Allez, commençons par le premier camp, l'idée libérale. Il faut essayer de se remettre dans le contexte de l'époque. C'était un véritable tremblement de terre. Pas juste une nouvelle idée politique, non, une vraie révolution. Pour la première fois, on plaçait l'individu au centre de tout, et non plus le roi, l'église ou la tradition. Et voilà le cœur du réacteur. L'idée, c'est que le but ultime d'un gouvernement, ce n'est plus la gloire d'un monarque ou je ne sais quelle volonté divine, non, c'est beaucoup plus terre-à-terre, et en même temps beaucoup plus puissant. C'est de protéger la vie, la liberté et les biens de chaque personne. Ça nous semble évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une idée carrément explosive. Alors, sur quoi ça repose tout ça? Eh bien, les penseurs de l'époque, comme John Locke ou Adam Smith, ont posé quelques piliers. D'abord, l'individu est capable de raisonner par lui-même. Ensuite, ses droits sont sacrés. Du coup, le gouvernement doit avoir un pouvoir limité, juste pour protéger ses droits. Et l'économie, elle doit être basée sur l'échange volontaire, le fameux marché. En gros, c'était une rupture totale avec le passé. Tout ça au nom de la raison. Et attention, ce n'est pas resté une simple théorie de philosophe. Cette idée a mis le feu aux poudres. Elle a inspiré des révolutions, fait tomber des monarchies et a servi de base à la plupart des démocraties qu'on connaît. C'était vraiment une force de changement radical qui a balayé l'ancien monde des rois et des privilèges. Mais voilà, c'est là que l'histoire prend un virage. Parce que cette nouvelle liberté, celle de l'individu et du marché, a bien sûr créé des richesses incroyables, c'est indéniable. Mais elle a aussi creusé des fossés gigantesques. D'un côté, ceux qui possédaient les usines, le capital. De l'autre, une immense masse de gens qui n'avaient que leurs bras pour vivre. Et face à ça, forcément, une autre idée, une contre-proposition, a commencé à germer. Le socialisme, ce n'est pas juste une idée qui est apparue comme ça par magie, c'est une réponse directe, une critique frontale des conséquences du libéralisme, et c'est devenu le cri de ralliement de cette nouvelle classe ouvrière. L'idée de base du socialisme est assez simple au fond. Si le problème vient du fait que les usines, les terres, bref, les moyens de production sont une propriété privée, alors la solution, c'est de les rendre collectifs. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle de l'économie pour que la richesse soit mieux partagée et pour mettre fin à ce qui est vu comme de l'exploitation. Cette phrase de Marx et Engels résume tout. Pour eux, le capitalisme n'a pas vraiment libéré l'humanité. Il a juste modernisé l'oppression. Le seigneur du Moyen-Âge a été remplacé par le patron d'usine, mais pour le travailleur, la logique de domination est restée la même. Et cette critique repose sur un concept hyper important, l'aliénation. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais l'idée est puissante. Le capitalisme ne ferait pas qu'exploiter le corps du travailleur, il l'abîmerait aussi psychologiquement. Il le couperait de ce qu'il fabrique, de sa propre créativité, des autres qui deviennent des concurrents, et finalement, de lui-même, de son humanité. Bon, on a donc posé les bases. Deux visions du monde qui semblent totalement opposées. D'un côté, on met le paquet sur la liberté de l'individu. De l'autre, on vise l'égalité pour le collectif. Et ce choc, cette tension entre liberté et égalité, eh bien, elle structure encore tout le débat politique aujourd'hui. Sur la question de l'individu, c'est le jour et la nuit. Pour le libéralisme, tout part de l'individu. Il est la brique de base de la société et ses droits sont sacrés. Le socialisme répond « Attendez une minute. Un individu, ça n'existe pas dans le vide, il fait partie d'une classe sociale. Et à quoi ça sert d'avoir le droit de faire quelque chose si on n'a pas les moyens concrets de le faire ?» Forcément, leur vision de l'État est aussi radicalement différente. Le libéralisme s'en méfie comme de la peste. Pour lui, l'État est un mal nécessaire, un simple arbitre dont il faut absolument limiter le pouvoir. Pour le socialisme, au contraire, l'État est l'outil principal, le levier qu'il faut utiliser pour transformer la société en profondeur et atteindre l'égalité. Et tout ça nous amène à la question de fond. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Pour un libéral, c'est avant tout la liberté de ne pas. Ne pas être entravé, ne pas être contraint par l'État. C'est ce qu'on appelle la liberté négative. Pour un socialiste, la vraie liberté, c'est la liberté de pouvoir. Pouvoir se soigner, pouvoir s'éduquer, pouvoir vivre dignement. C'est la liberté positive.
L'argument socialiste, c'est que la liberté de mourir de faim n'est pas une liberté qui vaille grand-chose. Bon, évidemment, le monde réel est plus compliqué que ça. C'est rare de trouver ces idées à l'état pur. Ces deux grandes familles de pensée ne sont pas restées figées. Elles ont évolué, elles se sont influencées, et parfois même, elles se sont un peu mélangées. Cette frise, elle montre bien ce dialogue. Le libéralisme pur et dur du début a été bousculé par la critique socialiste. Du coup, une partie des libéraux a fini par accepter l'idée d'un État-providence pour corriger les injustices les plus criantes. Et de l'autre côté, une branche du socialisme a laissé tomber l'idée de la révolution pour jouer le jeu de la démocratie et des réformes. En fait, on peut voir ça comme ça. Chaque grande idéologie s'est un peu coupée en deux. D'un côté, une branche radicale qui reste fidèle aux principes d'origine, quitte à être intransigeante. Et de l'autre, une branche plus modérée, plus réformiste, qui a cherché des compromis. La plupart de nos systèmes politiques actuels sont nés de ces hybridations, de ces mélanges complexes. Et on termine là-dessus sur cette question qui reste totalement ouverte. Aujourd'hui, on fait face à des défis immenses, le changement climatique, la montée des inégalités, la révolution numérique. Et pour y répondre, ce vieux débat entre l'individu et le collectif, entre la liberté et l'égalité, est plus pertinent que jamais. La manière dont on y répondra, ça dessinera tout simplement le monde de demain.